10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Mardi 21 janvier, bienvenue dans le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour à nos deux invités, Andrea Rollins-Gaston, bonjour. Bonjour. Et Linda Bendali. Alors Andrea, vous êtes réalisatrice et Linda également. Vous venez nous parler d'une soirée événement ce soir sur France 2 et d'un doc éprouvant mais nécessaire, Soumission chimique pour que la honte change de camp. Ce sera accompagné d'un débat présenté par Carole Gessler. Que faire après le procès de Mazan? Et puis également la rediffusion du documentaire Viol, défi de justice réalisé par Marie Bonomès. Une grande soirée sur France Télévisions. C'est un document très fort puisqu'il est porté par la fille de Gisèle Pellicot qui est la narratrice et qui en même temps raconte en fait l'histoire de ce procès, l'histoire de sa vie, de son père, de sa mère. Et puis vous avez aussi des témoins qui parlent de cette soumission chimique. Peut-être alors Linda ou Andrea, comment s'est fait le contact avec Caroline qui a dû être extrêmement sollicitée? Alors, moi je suis productrice du documentaire. Linda est la réalisatrice de ce film. Caroline Darian, je l'ai contactée il y a 2 ans, à l'époque où les viols de Mazan nous sidéraient. C'est-à-dire qu'on se disait c'est une affaire hors norme. Et en fait, moi, j'ai assez vite vu que derrière ce qu'elle dénonçait, comme le dit Linda, derrière cet arbre, il y avait une forêt. Parce que nous, à CAPA, ça fait 20 ans qu'on réalise des documentaires contre les violences sexuelles. Et en fait, je me suis rendu compte que des dizaines de femmes, d'hommes, d'enfants m'avaient déjà dit avoir été drogués pour être violés. Et en fait, on a tiré le lien entre toutes ces affaires et on s'est rendu compte que c'était un mode opératoire à part entière qui était sous nos yeux depuis toujours, mais que personne finalement n'avait nommé. Et c'est vrai que Caroline Darian a été la première à utiliser ce terme soumission chimique. Et ça nous a permis de mettre des nouvelles lunettes et on lui a proposé ce documentaire d'utilité publique, bien sûr, qui ne retrace pas simplement son affaire, mais qui était finalement le symptôme d'un fléau de société beaucoup plus vaste. Et d'un phénomène qui existe. Ce que je disais à Gilles en arrivant, on a tous dit à nos enfants, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, fais attention à ce qu'on met dans ton verre. Donc il y avait ça, mais c'était pas, j'ai envie de dire, c'était pas verbalisé de la manière dont on le voit dans le documentaire avec cette réelle soumission. Linda, oui. En fait, on a focalisé sur le GHB dans les bars. C'est ça. Et ça, c'est un peu facile, c'est un peu confortable. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est l'inconnu dans la boîte de nuit, sans se rendre compte qu'en fait, c'était dans la sphère familiale. Ça peut être son père, ça peut être son mari, et c'est aussi la sphère amicale ou professionnelle, son employeur ou son collègue de travail. Donc en fait, ce sont des situations les plus banales, et c'est dans 91% des cas, des proches. Les proches, ouais, c'est ce qu'on voit avec des témoignages. Je crois qu'il y a 6 femmes, c'est ça, et un homme. 5 femmes et un homme. 5 femmes et un homme, et avec des profils très différents et qui montrent que les agresseurs sont, et c'est ce que dit aussi Caroline Darian, sont des gens dans le procès, par exemple, qui représentent la société dans son entier. On va y revenir dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est un tonitruant Trump qui a donc été investi 47e président des États-Unis avec sa verve bien à lui. Un discours, comme l'indiquait Quotidien, qui était très offensif. C'était hier sur TMC, Valérie. Il a été très précis sur ses projets immédiats lors de son premier discours de président, juste après avoir prêté serment au Capitole. Déjà l'Amérique, et rien que l'Amérique. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Notre pays rayonnera et sera de nouveau respecté. Durant tout mon mandat, je placerai l'Amérique en premier. C'est un jour de libération pour l'Amérique, a dit Donald Trump, qui a tapé très fort sur les élites responsables, selon lui, de son déclin. Pendant des années, l'élite corrompue et radicale a volé la richesse de nos citoyens, alors que les piliers de notre société ont été détruits. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui n'arrive même pas à gérer une simple crise à la maison. Voilà Donald Trump. Bon, moi j'ai ressorti les verres plastiques, donc voilà. Hier, c'était non, c'est triste pour la planète quand même, parce que je pense que il y a des gens qui vont aussi avoir ce réflexe de se dire bon,
Oui, on s'en fout. On s'en fout. Hier c'était donc le 20 janvier 2025 et beaucoup d'élus et de médias ont donc promis de quitter X. C'est le débat actuel. Débat, ouais. Hier, les politiques, dont Sandrine Rousseau, ont réitéré leur appel à quitter le réseau d'Elon Musk. Je ne vais pas quitter le réseau social X. Moi, je partirai officiellement le 20 janvier aussi. Je trouve ces réactions totalement ridicules et stupides. Il y a une bonne dizaine de députés qui va quitter ce réseau. C'est vraiment une urgence démocratique. On le voit, les algorithmes influencent les résultats des élections. Elon Musk fait une fierté de laisser tout et n'importe quoi se répandre sur ce réseau. Il est vraiment urgent que nous mettions un terme à cela. Moi, j'entends l'appel de Sandrine Rousseau et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui dans tous les partis politiques. C'est courageux de quitter X. C'est une démarche qui devrait se généraliser et il faut la faire collectivement. Et Capa est-il sur X? Et quel est votre regard? Alors, vous n'êtes pas la patronne de Capa, mais votre regard de journaliste sur le réseau X, est-ce qu'il faut y rester ou pas? Alors moi, je suis totalement décalée, c'est-à-dire que je suis no réseau, moi. Ouais, moi, je suis à l'ancienne. Et vous, Linda? Je suis partagée. Je comprends la démarche, mais effectivement, laisser la place aussi est quand même un souci aussi. Donc, je n'ai pas encore d'avis définitif. Ouais. En pleine libération des otages, en direct sur LCI. Non, je suis en train de faire quelque chose que j'ai supprimé. Donc voilà, je vais essayer de retrouver mes textes. Exactement, ce week-end, dans C'est l'Hebdo, les propos chocs de Bernard Kouchner face à Aurélie Casse, qui l'a interrogé sur l'abbé Pierre. Bernard Kouchner, qui a été évidemment un compagnon de route de l'abbé Pierre. Je me demande ce qu'on ressent quand on découvre ces accusations, désormais 33 témoignages contre lui. Qu'est-ce qu'on se dit quand on était son ami? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit beaucoup de choses. Sur le plan des accusations et des rapports qui sortent, certaines zones me paraissent ombrées, enfin pas claires, mais enfin on dit que c'est dégueulasse, bon bien sûr. Mais ça suffit pas pour parler d'un homme comme l'abbé Pierre. Ça ne suffit pas. N'oublions pas tout ce qu'il a fait. Ça n'excuse rien. Mais ce qu'on se dit, ce que je me dis de plus en plus, c'est plutôt pourquoi faut-il être chaste lorsqu'on est catholique? C'est la seule religion qui impose la... C'est pas la question que ça pose. Si, c'est la question, c'est celle que je pose. La chasteté des prêtres n'excuse en rien. Mais j'ai pas besoin de l'excuser. Je vous ai dit. Dont ils sont accusés. Je ne l'excuse pas. Non seulement je ne l'excuse pas, je trouve ça dégueulasse. Bon, il y a encore du chemin à faire. Ça, c'est clair. Après, bon. Ça vous a choqué? Plutôt, oui, on en a encore sur ce genre de paroles. Oui, bien sûr. Voilà, il y a quand même certaines personnalités qui ont encore du mal à remettre en question, et à se poser des bonnes questions sur les violences sexuelles, parce qu'effectivement, on parle de violences sexuelles. Ouais, là. bien sûr. On parle pas de chasteté. Voilà. Mais bon, il y a encore une grande confusion entre l'acte sexuel et ce crime abject qui est juste d'anéantir une personne. Complètement. Voilà, qui n'a rien à voir avec de la sexualité en fait. On peut mettre ça sur le compte de l'âge, générationnel. Générationnel. En même temps, sa fille est celle qui a écrit La Familia Grande, donc et la question lui a été posée, il n'a pas répondu. Et dans le même temps, parce qu'on dit que les choses mettent du temps à changer, il y a une grande soirée ce soir sur TF1 pour fêter les 50 ans de la chaîne. PPDA et Nicolas Hulot en sont absents. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a une prise de conscience, même si ça a été long, en particulier pour Nicolas Hulot et PPDA. Mais en tout cas, c'est à noter, c'est ce qui est remarqué ce matin dans les commentaires sur ce document. On va donc en parler ensemble de la soumission chimique et des prédateurs sexuels. Hier, Caroline Darian était justement la fille donc de Gisèle Pélico, était l'invitée du 20h de France 2. Elle a confié à Anne-Sophie Lapix sa difficulté d'être la fille d'un monstre. Pour moi, ça a été une onde de choc. Mais je pense que c'est un sentiment qui est aussi partagé par mes deux frères. On a vécu véritablement un cataclysme. Et ce qui est vrai, ce qui est difficile à porter, c'est d'être l'enfant, sans doute, de l'un des plus grands prédateurs sexuels de ces dernières années. Et à la fois, c'est contrebalancé par le fait d'être l'enfant de Gisèle, qui a été admirable en ouvrant les portes de ce procès. Et je pense qu'elle a vraiment donné la voix aux victimes, et majoritairement, je pense, en France, aux victimes de violences conjugales, violences de crimes sexuels. Et en ça, il faut saluer le courage dont elle a fait preuve.
Sachant qu'elle-même doute de savoir si elle était violée ou pas par son père. Oui, puisque deux photos d'elle ont été retrouvées dans l'ordinateur de son père où elle est manifestement sédatée. Et donc, la question se pose, effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait d'elle? Et elle n'obtiendra, hélas, jamais de réponse, comme la majorité des victimes de soumission chimique, puisque c'est vrai que comme le dit Caroline Darian dans le film, la chance, entre énormes guillemets, dans l'affaire Pellico, c'est qu'il y a des vidéos qui sont implacables. Pour combien d'autres victimes qui n'iront certainement pas porter plainte, d'ailleurs, parce que comment déposer une plainte quand on ne peut pas faire le récit des faits qu'on a subis? Déjà, quand il n'y a pas soumission chimique, c'est déjà compliqué parce que c'est parole contre parole. Alors quand en plus on ne se souvient pas des faits. Et même on a vu au procès que certains des accusés niaient en disant elle était consentante, dans un déni, bien sûr. Était dans un déni, vous mentez totalement. Hier, TF1 tournait le grand concert des Enfoirés qu'on verra prochainement sur TF1. L'occasion de chanter l'hymne 2025 des Enfoirés. Il a été composé par Joseph Kamel et Daisy. Ce sont les auteurs, entre autres, d'un des plus gros tubes, de Pierre Garnier, vous savez, le gagnant de la Starac, qui justement rejoint la troupe. Alors je vous propose d'écouter cet hymne. Ça s'appelle Le Monde Demain. On construira le monde demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira le monde demain. À nous d'échanger. Voilà, on se retrouve dans un instant avec Andrea Rollins-Gaston et Linda Bendali, productrice et réalisatrice d'un document choc ce soir, d'un document vraiment à ne pas manquer, Soumission chimique pour que la honte change de camp. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Alors, deux invités aujourd'hui. Andrea Rollins-Gaston, vous êtes productrice à l'agence CAPA, et Linda Bendali, vous êtes journaliste, réalisatrice. Et vous venez nous parler de ce documentaire ce soir, de ce document Soumission chimique pour que la honte change de camp. C'est une soirée événement sur France 2, une soirée spéciale. Il y aura un débat derrière présenté par Carole Gessler. Et puis la rediffusion du documentaire Viol. C'est une soirée importante, c'est une soirée courageuse pour France Télévisions que de mettre ce sujet à l'antenne en prime time. C'est vrai que le procès de Mazan a été une sorte de détonateur, et vous l'évoquiez, Andrea Rollins, a été une forme d'état de sidération pour beaucoup d'entre nous. Et vous avez, dans ce document, voulu évoquer évidemment le procès de Mazan, l'affaire Pellico, mais aussi d'autres témoignages de soumission chimique, de victimes de soumission chimique, et on voit qu'elles sont très différentes, c'est ce que je disais avant la pub, très différentes les unes des autres, les victimes et les agresseurs. Souvent c'est dans l'entourage, et souvent avec des médicaments qui sont dans l'armoire à pharmacie. Oui, en fait, l'idée, c'était de montrer que l'affaire de Mazan, ce n'est pas un cas particulier, c'est pas une affaire hors norme, et qu'en fait, il y a une multitude de situations, de toutes les plus banales. C'est effectivement l'employeur, le collègue de travail, c'est l'ami, etc., ce que je disais tout à l'heure. Donc, tous ces portraits, tous ces témoignages montrent une photographie d'aujourd'hui ce qu'est la soumission chimique, et quelles sont les méthodes employées, effectivement, 2 affaires sur 3 avec des médicaments, et pas comme le GHB, on a l'image du GHB. Exactement. Soumission chimique, on pense au GHB, la boîte de nuit, sauf que ce que montre le procès de Mazan et ce que vous montrez avec vos victimes, c'est avec les victimes qui ont accepté de témoigner, c'est que c'est très très différent. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qui est le plus accessible, c'est l'armoire à pharmacie, c'est le somnifère, c'est l'anxiolytique. Il suffit d'aller voir son généraliste et de prétexter une anxiété, une insomnie pour avoir ces médicaments et de pouvoir l'utiliser. Parfois de simples antihistaminiques qui, on le sait, parfois sans ordonnance. Sans ordonnance. Vous avez le cas d'une jeune fille qui était endormie par son père avec des médicaments, des espèces d'aide au sommeil sans aucune ordonnance. Tout à fait, des médicaments accessibles à la pharmacie sans ordonnance, qui effectivement soit sont pour les allergies, soit pour le somnifère, soit en tant que somnifère, et qui à haute dose peuvent endormir pendant plusieurs heures. Et il n'y a aucun moyen de sentir qu'on a subi quelque chose durant la nuit. C'est-à-dire aussi bien physiquement. C'est ce qu'elle raconte, dans le doc. C'est-à-dire qu'elles sont dans un état parfois où elles s'en rendent compte.
Alors, il peut y avoir des flashs, et puis pour 2 cas sur 3, il y a des traces de violence physique, parce que c'est un corps mort qu'on manipule, et donc des bleus, comme c'est le cas de Céline et Zoé, qui se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose de grave, parce qu'elles ont des bleus au réveil, quoi. Et donc, effectivement, mais sinon, il peut aussi y avoir aucune trace, comme le cas de Katia, pas de trace de violence, rien, et aucun souvenir. Donc là, on est vraiment dans le crime parfait. Mais il y a une des personnes qui témoigne qui raconte qu'elle se voit se faire violer. C'est-à-dire qu'il y a aussi des états où on est drogué, mais où on est conscient, mais on ne peut rien faire. Il y a aussi ça. Oui, c'est ce que aussi on a essayé de raconter dans le documentaire, c'est que c'est pas que de l'endormissement, la soumission chimique, c'est aussi désinhibé, hyper sexualisé. On a une montée en puissance de la MDMA dans les cas de soumission chimique. Donc l'objectif, c'est que la personne ne soit plus en état de consentir, qu'elle ait un désir sexuel décuplé et qu'on puisse ensuite en abuser. Ce qui est bouleversant dans le documentaire de ce soir, c'est l'émotion des victimes des années après, et Caroline Darian en particulier aussi, qui a du mal parfois à formuler certaines choses, mais toutes sont pratiquement en larmes à chaque fois. Oui, parce que c'est la première fois qu'elles en parlent. En fait, moi, quand je les rencontre, il y a plus d'1 an, il faut savoir que c'est 1 an avant Gisèle Pellicot, donc c'est-à-dire, c'est pas Gisèle Pellicot qui leur a ouvert la voie, elles étaient déjà dans la volonté de changer les choses, de parler, de raconter, et pour toutes, c'est la première fois qu'elles le racontent. Qu'elles le racontent à quelqu'un, même pas à leur mère, à leur conjoint, etc. Donc en fait, tout ça ressort, et chez elles, il y a aussi une fonction de réparation dans cette prise de parole. Réparation parce qu'elles sont reconnues comme victimes, et réparation aussi parce qu'elles veulent aider les autres victimes à s'y retrouver. Ouais. Alors maintenant, elle est fondatrice de l'association M'endors pas. Quel va être le rôle, il y a un hashtag d'ailleurs, M'endors pas. Quel est le rôle de cette association ? Caroline Darian, très vite, elle s'est mise en mouvement après la révélation des faits, donc il y a 4 ans, et je pense qu'effectivement, pour tenir debout, pour donner du sens... Enfin, imaginez, vous pourriez être Caroline Darian, vraiment, c'est une personne comme vous et moi, c'est un immeuble qui vous tombe sur la tête. Votre mère est droguée et violée depuis 10 ans par votre père qui recrute des hommes sur Internet. Donc vous êtes à la fois la fille de la victime et la fille du pire prédateur sexuel de ces dernières années. Donc effectivement, elle a tout de suite décidé d'œuvrer dans une sensibilisation. C'est elle vraiment qui a mis le terme soumission chimique sur la place publique, qui a permis à tout le monde de mettre des nouvelles lunettes, parce que quand on a un terme, ça permet aussi d'identifier les choses, parce que tant qu'on n'a pas de terme, c'est difficile de dire ce qu'on a subi. Et cette association, c'est venir en aide aux victimes, les écouter, sensibiliser évidemment l'opinion publique, former les médecins, former les policiers, former la justice. Bon, évidemment, pour ça, elle a besoin de financement. Donc, vous pouvez aller sur le site de M'endors pas si vous voulez faire un don. Voilà, parce que c'est vrai que pour l'instant, les politiques sont assez sourds. Alors, il y a une plateforme qui a été lancée, une plateforme téléphonique qui a été lancée pour accompagner les victimes sursollicitées depuis le viol de Mazan. Ça, c'est encore autre chose. Le CRIF. Non, comment ça s'appelle ? Pardon, le CRIF. C'est le docteur Leila Chawachi, effectivement, qui dirige l'enquête. Qui sera au débat. Oui. Qui sera au débat, tout à fait, qui pourra en parler, effectivement. Plateforme qui reçoit de multiples appels depuis le procès Pellicot, parce que ce que raconte aussi le cas de Gisèle Pellicot, c'est une victime qui pendant 10 ans s'ignore. Oui, c'est ça. Et donc toutes ces victimes qui un jour ont eu les mêmes symptômes, des pertes de mémoire, des moments où elles se sont endormies, quelque part elles se sont réveillées ailleurs. D'un coup, enfin, il y a comme une angoisse qui naît de tout ça. Et donc, cette plateforme sert aussi à les orienter, à les conseiller. Oui. Je vous propose d'écouter la bande-annonce, Valérie, du documentaire de ce soir. Droguée pour être violée. Des victimes témoignent dans ce film à visage découvert, à mes côtés. Combien ils étaient, qui c'était, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, tout ça, je le saurai jamais. Soumission chimique pour que la honte change de camp.
Un film coup de poing et inédit porté par Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot. Mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. C'est très fort parce qu'il y a évidemment cette parole de Caroline Darian et on voit qu'au début, parce que on retrace un petit peu la genèse de cette histoire, elle n'est pas favorable, enfin elle ne sait pas s'il faut que le procès soit public ou pas. Et Caroline Darian, quand elle est face aux avocats... En fait, elle en a peur. Oui, c'est pas qu'elle n'est pas favorable, c'est qu'elle est très fière. Ouais. Parce que quelque part, sa mère, Gisèle Pellicot, elle ouvre le procès au public parce qu'elle sait que Caroline a fait un travail de 2 ou 3 années avant en publiant son livre. Donc elle est très fière, mais elle a très peur aussi. Elle a peur pour sa mère, elle a peur des réactions. Moi, elle me répétait sans cesse, mais... Comment ils vont traiter ma mère? Comment, quand les médias vont arriver? Elle avait peur qu'on maltraite sa mère parce que souvent les victimes aussi sont maltraitées par la justice, certes, mais aussi par les médias. Donc elle avait une angoisse. Et puis, comme me dit l'avocat, elle n'a jamais assisté à un procès de cette ampleur. D'ailleurs, personne n'a jamais assisté à un procès de cette ampleur. Donc tout était hors norme. Donc on sent effectivement à ce moment-là un grand désarroi. Mais l'envie quand même de la publicité de ces débats. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans ce procès ? Ce qui m'a marqué vraiment, ce qu'on un peu raconte dans le documentaire, c'est la façon dont les accusés se sont dans une impunité totale. On arrive là-bas, ils sont entre eux, ils font des espèces de boys club, ils invectivent le Caroline, ils invectivent Gisèle. Ils sont vraiment, il y a vraiment une sorte de, enfin, entre eux, ils se sont mis entre eux, ils ont fait un groupe de mecs. Et ça m'a frappé parce qu'en fait, ils ont, et puis les propos qui ont été tenus. Il y en a un qui a dit, enfin, si j'avais violé une femme, j'aurais violé une belle. Voilà, on en est là, quoi, aujourd'hui. Et on parle pas on parlait de problème générationnel, on parle pas de vieux monsieur, on parle de jeune homme. C'est ça, et c'est terrifiant, en fait. Moi, je trouve ça terrifiant que ces garçons et ces hommes qui ont vu ces vidéos où ils ont violé une femme endormie n'aient pas un moment conscience de ce qu'ils ont fait. Et ils se sont trouvés des excuses en permanence. Et ça, c'est glaçant. Et ce qu'il faut redire, et que dit Caroline Darian, c'est que c'est toute la société qui est représentée dans les accusés, dans ceux qui sont passés au tribunal. Il y a des profs, il y a des vigiles, enfin il y a vraiment et des gens qui sont très proches de chez eux, enfin d'une banalité confondante avec des pères de famille, des pères de nourrissons, des hommes mariés, enfin c'est. Ce qui est frappant, c'est que la façon dont ils recrutaient les prédateurs, c'était sur un site qui géolocalisait. Et en fait, il a tout trouvé dans son petit périmètre du Vaucluse, où on a quand même une trentaine de monsieur qui étaient tout à fait partants pour violer une femme endormie et qui ont effectivement entre 22 et 70 ans et tous les profils. Voilà. Et ça, c'est 72 agresseurs, 50 mises en examen. C'est ça, parce que les autres, ils les ont pas retrouvés. Absolument. Et il y en a sûrement plus dans la nature. Ouais, c'est encore plus. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que ça peut faire prendre conscience justement enfin déjà ça a été, je pense que ça a été le cas, mais encore plus à des victimes, des gens qui vont se poser des questions en se disant mais c'est vrai que. C'est le but, parce qu'en fait, c'est un mode opératoire qui a quand même été beaucoup invisibilisé. Le fait que les policiers, les gendarmes, les professionnels de justice, les médecins n'ont pas conscience de ça, ça fait que beaucoup de cas sont passés sous les radars. Donc aujourd'hui, je pense que ce film, et voilà, c'était le but de France 2 aussi, de le mettre... Vous dites c'est courageux de le mettre en prime time. C'est terrible qu'on doive dire ça en plus, de dire que c'est courageux. Mais oui, mais pour sonner l'alarme, quoi, parce qu'aujourd'hui il est temps que ça sorte. Est-ce que vous imaginez que sans l'affaire Pellicot, les témoins qui sont à visage découvert auraient peut-être refusé d'être à visage découvert? Ça les a aidés? Parce que vous aviez commencé avant. C'est ce que vous aviez commencé à tourner avant. Eux, on les a contactés 1 an avant l'ouverture du procès Pellicot. Donc vraiment, je pense qu'il y a. Mais déjà, elle voulait être à visage découvert. En fait, c'était la condition. D'accord. C'était une condition parce que, comme dit Andrea, on n'a pas à honte, on n'a pas à se cacher d'avoir été victime. Donc, il ne faut pas qu'elle témoigne à visage caché. Andrea, ça a été difficile de trouver des gens qui acceptent de témoigner? Je trouve que ça change. Moi, le premier documentaire que j'ai réalisé en 2010 sur le viol, où je proposais à des femmes connues et anonymes de dénoncer à visage découvert le viol qu'elles avaient subi, justement parce que là, on devait changer de camp, c'était très difficile. Vraiment très difficile. Et depuis MeToo,
depuis MeToo, il y a une volonté de, effectivement, comme dit Linda, de relever la tête et de dire qui doit porter la honte. Moi ou le salopard qui m'a violée, moi ou la société tout entière qui regarde ses pompes quand on évoque les violences sexuelles. Et donc oui, bien sûr, c'est toujours difficile de prendre la décision, de témoigner à visage découvert, mais je trouve que ça l'est de moins en moins. Ouais, mais c'est compliqué face à des personnalités. Souvent, on pense, l'abbé Pierre, c'est aussi un cas très particulier, mais quand on est dans un rapport face à une personnalité ou face à un employeur ou face à puis même de la famille, aller dénoncer son père, il faut que ces témoignages montrent que c'est possible et qu'il faut en parler, il faut le dire. En fait, c'est deux questions que vous posez. C'est participer à un documentaire, effectivement, c'est avoir maturé, avoir besoin d'obtenir réparation aussi, parce que souvent la justice n'a pas pu réparer. Après, quand effectivement on est dans le cercle intrafamilial, qu'on veut dénoncer son employeur, évidemment la parole reste encore très difficile à sortir et à entendre surtout, parce que c'est surtout ouvrons les oreilles, c'est-à-dire que c'est bien de demander à ce que la parole se libère, mais à quel moment les oreilles se libèrent aussi. Absolument. Ce soir, donc, soirée événement sur France 2 à 21h10. Soumission chimique pour que la honte change de camp, avec des témoignages très forts. Ce film donc sera suivi d'un débat et ensuite la rediffusion du documentaire Viol, défi de justice. Parce qu'on n'a pas parlé de la justice, réalisée par Marie Bonhomet. La justice aussi et produit par Capa et également. Produit par Capa également. Merci d'avoir été là toutes les deux, Andrea Rollins-Gaston et Linda Bendali. Merci et vraiment bravo pour ce doc et ces témoignages. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec vous, Gilles. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec vous, Gilles. C'est mon invité aujourd'hui, Gilles. Ah oui, voilà. Non, on va faire un petit point news. Les nouveautés télé. Qu'on a pu voir sur Pure Média ou d'autres journaux, Télé Loisirs. C'est un petit résumé pour tenir les infos. Vous n'avez pas vous donne mes sources. Vous n'investiguez pas. Ah non, je n'investigue pas, moi. Non, mais le point effectivement sur les nouveautés. Des choses que vous avez peut-être vu passer ou pas. Puis voilà. Depuis hier, je ne sais pas si vous avez vu, Mot de passe est de retour en version mini avec Laurence Boccolini. Alors c'est une quotidienne de 5 minutes qui est diffusée vers 21h, parce qu'aujourd'hui, désormais, le journal de 20h fait 1 heure. Il arrive à 21h et puis après, il y a le prime, comme ce soir, ce dont on vient parler. Et donc, pour la direction de France Télévisions et de France 2, il faut une petite pause, un petit appel d'air. Et donc, ils avaient déjà, avec succès, mis en place sur le même modèle 100% logique. Il y a 3-4 questions de 100% logique. Et ben là, c'est la même chose avec mot de passe. Bon, ça n'a pas marché hier. C'était une grosse cata. Entre le 20h et le prime, ça va être un grand succès, mais c'était la première. Mais ils ont fait 2 fois moins d'audience que la TNT. C'était une petite cata. Bon. Donc, il faut faire attention, parce que ça doit être quand même une locomotive pour le prime. Donc, voilà le retour de mot de passe. Si je vous dis vert en une brique. Je sais pas, j'ai jamais compris. C'est vrai ? Oui. Mais je suis pas très jeu, donc je suis pas très objective. Ouais. Si je vous dis première, vous me dites dernière. Ah oui. Voilà, par exemple. Je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Alors. Non, c'est une émission qui cartonne, qui a cartonné un mot de passe. 170 radios ont annoncé vendredi qu'ils se sont alliés. Skyrock, Europe 1, Énergie, RTL, une alliance pour valoriser l'impact et la pertinence du média radio, de promouvoir le média radio, s'unir pour parler d'une seule voix et pour rappeler que la radio est un média essentiel. Alors vous savez que c'est un réflexe quotidien des Français avec 51 millions d'auditeurs par mois. Donc c'est une alliance, alors une alliance qui fait parler parce que c'est une alliance sans Radio France. Ouais. Et donc, Régis de Ravanas, qui est le patron de cette alliance de radio, a précisé que ce n'était pas une alliance, parce que ce n'était pas une alliance contre les services publics, mais une alliance générale pour la promotion de la radio. Alors, on en profite pour saluer nos auditeurs de Bayonne, de Lyon, de Bayonne qui vient d'arriver également sur le DAB. On a Lyon, où on est sur la fréquence 105.8, Nîmes avec des campagnes d'affichage, Sud Radio, Toulouse, Avignon aussi. Avignon, absolument, Marseille, Pau.
Tout ça est en DAB+, et puis vous pourrez voir Sud Radio sur les murs de vos villes. Et oui, on va voir sur les affiches, Valérie. Eh ben, très bien. Et ben voilà, et on salue tous nos auditeurs et puis les nouveaux auditeurs de Lyon. Et puis il y a notre appli sudradio.fr, évidemment, sur laquelle vous pouvez écouter tous les replays des émissions de Sud Radio. Puis vous abonner à YouTube aussi. Absolument. YouTube de Sud Radio. Bon, on a fait tout notre propre promo. Vendredi avait lieu la conférence de presse de Danse avec les stars. Ah, et bravo John. Vous pouvez d'ailleurs aller voir notre tournage. Décidément, c'est de la promo ce matin. Oui, il y a je pensais que c'est nous qui étions en train de danser. Ah non. Il y a les équipes du web qui ont été à la conférence de presse de vendredi. Et donc, vous pouvez aller voir le tournage sur TikTok. Alors, ça marche bien. On est à plus de 80 000 vues sur TikTok. Super. De ce tournage. Et sur notre Insta. Le premier prime aura lieu le vendredi 7 février. Et Rémi Faure, c'est le directeur des programmes de flux, a indiqué que cette année, ça allait durer pas mal de temps. Ils ont commandé beaucoup de prime time. Du bout des lèvres, il a lâché, parce que c'est stratégique aussi par rapport aux autres chaînes, mais du bout des lèvres, à la conférence de presse, il a lâché que ça irait jusqu'à fin avril. Ah oui? Ah oui, de février jusqu'à fin avril. Donc voilà, alors je vous rappelle le casting, il est très fort cette année. Ouais. C'est un casting... avec des vraies stars. Avec des vraies stars. Florent Manioudou, c'est intéressant de voir. Mal. Adil Rami, le joueur de football, qui était très en forme à la conférence de presse. Bon, si je vous dis Lénie, ça vous parle? Non. Bon, oh là là. Non. C'est la Starac, Lénie. Eve Gilles, la Miss France. Sophie Davant, ça vous parle? Mayanne, alors Mayanne, très connue parce que c'est l'actrice d'un petit truc en plus qui est dans le casting. Claude de Koh-Lanta, ça va être quelque chose. Julie Zenati, qu'on a déjà reçu ici. Franck Leboeuf, June Gélis, un chanteur. Et Nelson Montfort. Alors, pour le coup, on ne peut pas dire que ça ne soit pas un casting de danse avec les stars. Non, là, pour le coup, il y a du monde. Samedi, c'est la grande finale de la Starac entre... Entre quoi? Vous me décevez. Entre Marine et Bonnie. Voilà. Je l'ai vu hier. Mais je regarde pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, je sais bien, on fait une émission média. Marine est originaire... Vous avez regardé le doc sur Arte? Sur quoi? Sur... je ne sais plus. Bon, vous avez essayé de me piéger, ça n'a pas marché. Marine est donc originaire et fière d'être du Nord. Les supporters se mobilisent. Alors écoutez bien, Valérie, il y a même une billetterie qui a été mise en place gratuite pour une fan zone à Arras. 1800 places gratuites. Elles sont parties en moins d'une heure. Ça a été une razzia, c'est ce qu'a raconté BFM Lille. Alors les organisateurs tentent de rajouter 500 places qui vont aussi partir très vite. Ça va faire plus de 2000 personnes en fan zone pour regarder l'émission à Arras. De son côté, la ville de l'Île-Saint-Denis a prévu bien sûr aussi une fan zone pour les supporters des Bonnies. Donc tout le monde va se mobiliser pour cette finale. Vous avez vu que dans la série, dans la télé-réalité Frenchy Shore, il y a deux, on aurait pu en parler avec nos invités précédentes. Mais ça s'est fait en dehors de l'émission, si j'ai lu entre les lignes. Elles ont été droguées, agressées sexuellement. Oui, mais c'est quand même... Voilà, j'ai vu quelques images ce matin, j'avais complètement oublié que ça existait, c'est assez terrifiant. Sur Paramount, Frenchy Shore. Et puis un clin d'œil aux 50 ans de TF1, donc, qui vont être diffusés ce soir. Mais c'est aussi RFI qui a 50 ans. Et Radio France Internationale, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un site internet dédié avec toutes les archives de la station. Alors évidemment, RFI, c'est l'histoire de la France à l'international. C'est évidemment l'histoire du Moyen-Orient, de l'Afrique. Moi, j'ai été voir ce site. C'est franchement, si vous faites des études d'histoire ou sans le faire, c'est un puits incroyable d'archives. Ouais, on parle rarement de radio ici dans l'émission Média, mais j'ai trouvé que par rapport aux 50 ans de TF1, c'était bien aussi de faire un clin d'œil aux 50 ans de RFI et de ce site qu'ils ont fait spécialement pour les 50 ans avec un tas d'archives incroyables. Intéressant. Et bon, il n'y a pas de musique pour finir le... Ah non, c'est pas un zapping, c'est un... Il n'y a même pas YMCA. Non, on peut vous remettre YMCA si vous voulez. Ah bon, écoutez... Allez, on se... Ah bah voilà. Je m'en lasse pas, c'est fou, cette chanson qui a 60... sans rapport avec Trump, mais cette chanson qui a... quand même, combien, 40 ans c'est un peu plus de 40 ans. 70, Non, 77. Ah bah oui. Normalement, Allez, on se retrouve dans un instant pour les débats, tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.